Bonjour tout le monde, je crois que nous sommes live. Est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat que vous nous voyez, que vous nous entendez? Je vois apparemment Morgane, Marie, Martin, Mélanie, salut tout le monde. Est-ce que la connexion, tout se passe bien de votre côté? Normalement, on a quelques secondes de décalage, donc mon message arrivera vers vous d'ici 30 secondes. Magie de la techno, mais ça a l'air et ben, je suis ravie de vous retrouver ou de vous rencontrer ce matin pour ce J2 de la semaine des outils de recrutement qui sera consacré aujourd'hui au sourcing. Apparemment, vous êtes très nombreux à vous être inscrits pour cette matinale, donc je sais que vu le contexte, c'est de toute évidence un sujet voilà, qui vous fait des nœuds au cerveau en ce moment et on espère vous apporter un certain nombre de réponses et dénouer un petit peu vos nœuds au cerveau sur vos enjeux sourcing que je crois qu'aujourd'hui, quel que soit votre contexte, que ce soit en cab, en entreprise, que vous soyez recruteur indépendant, je crois que vous attendez tous des réponses et donc j'espère qu'on va pouvoir vous aider à avancer dans votre sourcing et à diversifier vos canaux de sourcing ce matin. Donc moi, je suis Jennifer. Donc pour l'école du recrutement, je suis responsable de l'organisation des événements. Pour ceux qui sont venus par le bouche à oreille, peut-être par leurs collègues ou anciens collègues qui connaissent pas l'école du recrutement. L'école du recrutement, c'est quoi? C'est, comme notre nom l'indique très bien, une école qui forme au recrutement. Donc, je veux bien, Marion, si tu veux bien m'avancer d'une ou deux slides. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait à l'école du recrutement? Eh bien, on fait 4 choses. Principalement, on fait de la formation à destination des recruteurs initialement. Donc, on a notamment un parcours en ligne certifiant à destination des recruteurs, qu'ils soient juniors ou expérimentés. C'est 30 heures uniquement dédié au sourcing et au recrutement, au bout duquel vous avez effectivement une certification, donc une reconnaissance d'État. Et depuis peu, c'est également un parcours dédié à vos hiring managers, donc vos managers opérationnels. On leur a fait un parcours, on va dire, allégé, qui est spécifiquement designé, pensé pour eux, avec notamment un volet spécifiquement sur la partie approche, séduction et sur l'évaluation, donc concrètement sur l'entretien, pour que voilà, ils soient en mesure de vous accompagner et de proposer un recrutement qui soit quali de A à Z, puisque c'est bien quand les recruteurs sont eux formés qu'ils puissent passer la balle à leur tour à des recruteurs, à des managers formés. Donc le parcours de formation, on a également une école pour les étudiants depuis maintenant 4 ans, donc c'est 1 an en alternance pour les étudiants en formation initiale, 430 heures uniquement sur le recrutement et le sourcing. Et c'est souvent comme ça que vous nous connaissez. LEDR, c'est aussi historiquement et avant tout un blog, beaucoup de contenu qu'on essaye de partager à la communauté du recrutement, aux recruteurs pour vous aider à professionnaliser vos pratiques, pour essayer de partager voilà, le meilleur de ce que nous, on a pu glaner en termes de pédagogie sur le sujet. Et ce sont également évidemment des événements partout en France et en visio, comme ce matin, donc autour des outils du recrutement, mais aussi autour des pratiques, de vos meilleures pratiques de recrutement, avec notamment des événements où vous pouvez partager entre vous. Donc, par exemple, des événements comme les non-conférences du recrutement, où vous pouvez échanger de pair à pair sur vos pratiques de recrutement. Voilà un petit peu pour qui nous sommes. Très rapidement, je vais passer la parole à notre animatrice du jour, Marion Cozard, qui est la directrice générale de l'école du recrutement, qui va animer toute cette matinée, nous mener à bon port de A à Z dans ce monde merveilleux du sourcing. Marion, je te laisse la parole avec nos experts et merci à tous pour d'être là. Je vous souhaite une bonne matinée. Merci beaucoup Jenny. Bonjour à tous et à toutes. Comme Jenny l'a précisé, je suis donc Marion Cozard, la directrice générale de l'école de recrutement et je suis très contente d'être avec vous ce matin. C'est une première pour moi d'animer ce format-là. D'habitude, c'est Nicolas qui l'a animé hier, qui est en charge de cette lourde tâche. Donc, j'espère que je serai à la hauteur. D'autant que le sujet est un sujet qui, on le voit quand on voit le compteur des personnes qui se connectent, est un sujet qui, a priori, vous intéresse beaucoup. Et
vous le savez, à l'école du recrutement, le sourcing, c'est un sujet aussi qui nous tient à cœur, puisque sans sourcing, pas de recrutement. Donc, ce matin, l'objectif, c'est pas de débattre de la définition du sourcing, ni de vous rabâcher que le sourcing est un métier à part entière. Si vous nous connaissez, vous le savez. On est sûr que vous avez déjà bien en tête beaucoup de moyens pour transformer des personnes en candidats. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est d'aller plus loin. Parce qu'on constate, comme vous, au quotidien, que les canaux traditionnels sont saturés et que finalement, continuer à se battre un peu toutes et tous sur les mêmes job boards ou sur les mêmes CV Tech n'a plus beaucoup de sens. Donc, on aurait pu finalement ce matin vous proposer encore d'autres canaux, d'autres agrégateurs, d'autres job boards, d'autres CV Tech où vous représentez celles que vous connaissez déjà. On a préféré prendre un chemin un petit peu différent et vous proposer des modèles alternatifs pour vous diversifier, pour aller presque ailleurs dans votre sourcing. Donc, on va parler, on va parler marketplace, on va parler vivier, cabinet inversé. Voilà, c'est du jargon peut-être un peu nouveau et on va essayer d'y faire le clair et la lumière avec nos invités ce matin. Le mieux pour nous, c'était évidemment de leur laisser la parole. Et donc, voilà le programme. Le mieux, c'est évidemment de leur laisser la parole pour qu'ils puissent répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. On va débuter ce matin avec une table ronde pendant 50 minutes avec nos 5 experts qui sont Robin d'Ayersweet, Lucille d'Illinois, Alexandre d'Happy Hire, Mathieu et Inès de Yago et Casque. Et puis ensuite, chaque outil se présentera et présentera sa solution. Donc, on est ensemble là pour le moment jusqu'à 10h. Et puis voilà, je vais vous laisser la parole si vous êtes d'accord. Et je vais appeler tout de suite sur scène Robin. Donc voilà, je suis passée très vite, pardon, sur mes slides. Et donc, on va commencer, je crois, par la première question, excusez-moi, qui est donc pour Lucille. Lucille, est-ce que tu m'entends ? Je crois que Lucille ne m'entend pas. C'est nous qui n'entendons pas Lucille. Apparemment, Lucille t'entend. Ah, Lucille m'entend, pardon. Je ne la vois pas, c'est pour ça. Pardon pour Vas-y. Non. Vas-y. Test micro. C'est les joies de la technique. On va y arriver. Sinon, on va inverser. Non, on t'entend pas. Sinon, on va tout à fait passer à la deuxième question et revenir sur celle-ci après. On va faire comme ça. Ouais. Ah, c'est de nouveau Lucille. Est-ce que pour cette seconde question, on peut passer à la troisième question. C'est Robin. Robin, est-ce que tu nous entends ? Est-ce que nous t'entendons ? Alors moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez ? Moi, je t'entends, Robin. Ah, c'est magnifique. Tout à fait. Du coup, la question était quelle stratégie de sourcing tu observes globalement dans l'ensemble, chez vos clients ? Alors, déjà, en fait, tu disais tout à l'heure, l'objectif n'est pas de débattre de ce que c'est la définition du sourcing, mais en même temps, c'est tellement large que c'est difficile de savoir ce qu'on recouvre. En tout cas, nous, dans le sourcing, de manière un peu large, on peut considérer qu'il va y avoir candidature entrante, également le sortant, donc la prospection un peu plus proactive et la cooptation. Nous, de notre côté, chez Ayersweet, ou moi personnellement, je vais plutôt dire que le sourcing, c'est tout ce qui comporte une approche très proactive. Donc, je vais laisser un peu de côté les job boards, par exemple, où là, ce sont les gens qui viennent vers nous. Donc, plutôt une logique de sortant, de cooptation et de proactivité de prospection. Et donc là-dessus, les stratégies qu'on voit et qui sont les plus efficaces chez nos clients, c'est toujours de commencer par les personnes qui sont les plus susceptibles de répondre. Donc je vais dire un peu des banalités malheureusement, mais c'est toujours bien de le rappeler. Les bases de personnes qui sont les plus susceptibles de répondre et qui sont les plus qualies sont aussi malheureusement celles qui s'épuisent le plus vite. Donc généralement dans l'ordre, il faut commencer par les anciens
et les anciennes candidates qui ont déjà postulé, parce que là, ce sont des gens qui ont manifesté de l'intérêt, qui sont susceptibles de répondre. Donc, l'idéal, c'est de sourcer à l'intérieur de son vivier existant, au sens très large. Donc là, encore une fois, évidemment, il faut des logiciels dédiés, que ce soit ATS ou CRM. J'invite les gens à venir. Je fais aussi de la pub pour la journée de vendredi, qui adresse aussi le sourcing, mais plutôt par l'angle logiciel. Ensuite, le deuxième axe, une fois qu'on a épuisé son vivier, les gens qui ont déjà postulé, ça doit être le réseau. Donc les gens avec lesquels on a déjà échangé mais qui n'ont pas forcément postulé, soit parce qu'on a fait de la prospection, soit parce que c'est des contacts de l'équipe, etc. Donc c'est un peu là-dedans qu'on met la cooptation. Et puis ensuite, on va élargir tous les réseaux les plus larges possibles. Et là, ce qui fonctionne bien, c'est à la fois d'avoir une diversification des réseaux et de mesurer les différents réseaux. Donc, tu parlais tout à l'heure des CVTech. Il y a évidemment LinkedIn pour la prospection et le contenu. Contacter également par email, utiliser des marketplaces, des agences, organiser des événements. Par exemple, on a un de nos clients qui a organisé un événement avec le fondateur de Ruby on Rails pour faire venir des développeurs Ruby on Rails et les contacter. Donc voilà, diversifier et évaluer aussi de manière systématique les créneaux. Puis la dernière chose, c'est d'avoir une approche qui est vraiment très systématique de la prospection, parce qu'en fait, il n'y a pas de recette magique pour tout le monde. Ce qui est important, c'est que chacun redécouvre sa recette, qu'on puisse mesurer les différents canaux. Et donc vraiment d'avoir une approche assez systématique avec des targets, etc. Donc ça, c'est un peu les... Je pense qu'avec ça, on balaye l'intégralité des stratégies qui sont observées chez nos clients. Ok, top. Merci Robin. Donc si je dois reformuler, enfin reprendre tes 4 grands points, c'est du coup approcher ceux qui sont les plus susceptibles de répondre, à savoir ceux que tu connais déjà, et donc creuser dans ton vivier. Également le réseau à travers la cooptation. Trouver des nouvelles formes de sourcing avec des marketplaces ou de l'événementiel. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, continuer à prospecter et aller chercher des nouveaux candidats. Le tout en englobant une dynamique de mesure de la performance. Exactement. Parce qu'il faut aussi pas oublier que même si on organise des événements, par exemple, il reste une logique proactive parce qu'il faut aller chercher les gens qui vont s'inscrire à cet événement. Il faut les faire venir. Et ensuite, il faut les recontacter. Donc, tout est inclus dans cette logique proactive. Tout à fait, super, merci Robin. Est-ce que nous avons récupéré le micro et le son de Lucille? On a a priori récupéré Lucille. Vous allez me dire, est-ce que vous Oui, avez fait? oui, Oui, on t'entend Lucille. Hello Lucille. Bonjour. Bonjour Paris. Est-ce que tu peux nous donner du coup ta définition du sourcing? Même si j'ai commencé en disant qu'on ne donnerait pas de définition, mais j'aime bien me composer. Avec plaisir, désolée pour ce petit pépin technique. Bonjour à tous. Et notre définition du sourcing, finalement, c'est un peu une définition à tiroir. Il y a plusieurs façons de voir le sourcing. On peut imaginer une façon assez simple, finalement, de l'avoir, qui commence par le fait de cibler, finalement, les talents dont on a besoin pour faire grandir notre entreprise. Et ça commence par un cadrage, le cadrage du besoin, de définir, en fait, le persona qu'on va rechercher. Et là-dessus, c'est pareil, on peut avoir une vision plus ou moins simple, plus ou moins large. Est-ce qu'il y a un persona pour un besoin? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Nous, on a des petits exemples au quotidien chez Elineuil de clients qui s'imaginent avoir un persona très, très étroit à chercher. Et finalement, on se rend compte qu'on peut vite ouvrir leur chakra et multiplier le champ des possibles. Donc ça peut être une définition assez simple. Identifier finalement de qui on a besoin et ensuite partir à leur recherche pour pouvoir les contacter. Et ensuite, il y a plein de manières d'élargir ce que c'est que le sourcing. On peut imaginer, par exemple, le fait de se dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un bon sourceur? Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise qui source bien, par exemple? Est-ce qu'une entreprise qui en 2 mois, mais qui vont partir sous 1 an, est une entreprise qui source mieux que celle qui va recruter finalement 5 sales en 3 mois, mais qui va les garder au bout de 3 ans? Parce que finalement, il y en a une qui va faire du sourcing beaucoup plus souvent que l'autre. Donc en fait, on peut se poser plein de questions autour de ce que c'est que le bon sourcing. Et là-dessus, par exemple, on pourrait se dire qu'on peut rajouter au sourcing une notion finalement d'engagement et de durabilité. Par exemple, est-ce que le bon sourcing ou l'identification des profils, c'est pas aussi le fait de les engager? Donc déjà, les engager dans les processus, ce qui n'est pas toujours simple, parce que quand on source un profil qui est hyper demandé, c'est pas facile d'obtenir ne serait-ce que ce niveau d'engagement. Est-ce que c'est pas aussi de l'engagement tout au long du processus? Par exemple, est-ce qu'un bon recruteur, un bon sourceur, c'est quelqu'un qui nous amène 100 candidats en début de pipe, mais qui en perd 60 après le premier tour? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui en amène 10 et qui les amène tous jusqu'au bout pour nous permettre d'avoir le choix à la fin? Donc il y a cette notion d'engagement
engagement beaucoup plus long terme qui va aussi se croiser avec une notion finalement de réactivation pour voir le sourcing non pas comme quelque chose qui se fait en réactif, mais quelque chose qui s'envisage plutôt de façon anticipative, de façon proactive. Finalement, est-ce que le sourcing, c'est pas aussi de se dire que chaque action qui nous permet de contacter un talent, elle est précieuse et on doit capitaliser dessus. Et là va émerger du coup tout un nouveau champ des possibles avec plein de notions autour notamment de vivier et de capitalisation sur les talents qui croisent votre route pour les garder sous le coude et pouvoir les réactiver quand vous en avez besoin, parce que finalement, un contact que vous contactez, un talent que vous contactez aujourd'hui peut être un employé chez vous dans 4 ans. Voilà un peu ce qu'on pense, nous, du sourcing. Un sujet à tiroir. Super, ben merci Lucille. J'en ferai pas la synthèse pour pas trop mordre sur le temps, mais ce que je retiens pour compléter aussi, c'est que donc au-delà de cette partie engagement, c'est pas uniquement d'aller le chercher au démarrage, c'est évidemment bien ouvrir ta cible a priori identifiée, mais c'est aussi à chaque étape, ce que j'ai entendu, de mesurer l'efficacité pour pouvoir réactiver au cas où. Ok, top. Merci. J'ai du coup une deuxième question pour toi. À propos de ce sujet sourcing, quelles sont les douleurs des recruteurs sur ce sujet que toi, tu peux constater? Il y en a beaucoup. Je pense que la douleur ressentie par les recruteurs varie beaucoup du contexte de leur entreprise, mais en fait, il y a plein d'éléments qui viennent rendre le sourcing compliqué et donc créer des points de douleur pour les recruteurs. Il y a des sujets qui sont très globaux, parfois presque un peu exogènes, parce que c'est des sujets qui peuvent échapper aux recruteurs. Par exemple, la force de la marque employeur, qui peut venir impacter la qualité du sourcing. Typiquement, si on est une jeune pousse et une petite start-up, une petite PME qui vient de se créer, ça peut être compliqué en fait de se créer des pipes de qualité parce qu'il y a un biais de confiance avec le marché. Mais de la même manière, finalement, quand on est une grande entreprise qui existe depuis des dizaines, voire des centaines d'années, ça peut être compliqué aussi de maintenir une image attractive qui va amener un pipe de candidats importants et de qualité. Et du coup, il y a un sujet vraiment d'image. Donc, la marque employeur peut venir vraiment fortement impacter ces sujets de sourcing. Donc ça, c'est typiquement un point d'attention, si ce n'est un point de douleur pour certains recruteurs. Il y a un sujet autour des moyens aussi dont le recruteur bénéficie. Beaucoup d'entreprises disent que le recrutement, c'est prioritaire, que c'est au cœur de leurs préoccupations et pour autant n'arrivent pas à aligner leurs ambitions et leurs moyens. Et du coup, le recruteur se retrouve un petit peu en manquant de ressources pour pouvoir effectuer, manquant de temps, manquant de budget, avec l'impression d'être seul sur le sujet. C'est un sujet aussi, sourcing, qui peut être très chronophage si on n'y met pas justement un petit peu d'outillage. Donc ça, c'est un autre pain. Et puis, je pense qu'il y a un sujet global qu'on est sur un marché qui est de plus en plus complexe. Certains profils, hein, bien sûr, je pense aux développeurs, mais pourquoi pas aussi aux sales de plus en plus. Et du coup, dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on fait pour sourcer? Il faut être absolument innovant, il faut être absolument efficace. Et ça devient compliqué si on n'a pas, effectivement, comme tu disais d'ailleurs tout à l'heure, Marion, intégré que le sourcing, c'est un métier. Et pour ça, il faut maîtriser des hard skills, il faut maîtriser des approches innovantes, il faut se poser des questions, il faut les réinventer. Et donc, il faut constamment, notamment, se former à ces sujets-là. Et parfois, malheureusement, c'est pareil, les budgets formation sont un petit peu étriqués dans les entreprises. Donc, voilà un certain nombre de points de douleur que nos chers recruteurs subissent au quotidien. Super, merci Lucille. Si je synthétise, j'en ai peut-être oublié une. Moi, j'en ai retenu 3. Les 3 principales douleurs, c'est c'est de subir un petit peu la marque employeur, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, jeune, vieille, bonne ou moins bonne. Faire face à un manque de moyens aussi et un manque de formation sur le sujet. Est-ce que j'ai oublié un point ou est-ce que c'était tes 3 points? C'est ça. C'est tout. Quel talent. Super, merci beaucoup. Merci Lucille. Du coup, on va passer à la question suivante. Donc, Robin a déjà répondu aux stratégies de sourcing et je vais maintenant laisser la parole à Alexandre. Alexandre, est-ce que tu nous entends et est-ce que nous t'entendons? Bonjour Marion, bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Super. On t'entend parfaitement, super. Du coup, la question qu'on a pour toi, c'est est-ce que la compétence sourcing doit forcément se trouver dans les équipes de talent acquisition, donc dans les équipes recrutement?
Yes. Ouais, bah, tu l'as dit déjà en intro, on va pas refaire la définition du sourcing, où ça commence, où ça s'arrête. Mais déjà, c'est bien de l'avoir mis comme une fonction à part entière au sein du rôle de talent acquisition. Et ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Parce que voilà, les équipes talent et le rôle de talent va lui-même se segmenter désormais de plus en plus en différentes fonctions, le sourcing, la coordination, le suivi de la data, les metrics, le lead talent, la partie un peu marketing. Donc, c'est bien d'avoir cette fonction qui soit bien identifiée. Et ce qui est important de retenir, c'est que voilà, la compétence sourcing va demander beaucoup de proactivité, notamment sur des marchés pénuriques, parce qu'aujourd'hui, les talents n'attendent pas et il faut aller les solliciter. Donc, ça va demander des compétences très spécifiques. On parle de technique, de la logique, des capacités rédactionnelles aussi, et un côté un peu marketing, sales. Parce que l'objectif, c'est d'aller identifier et obtenir un pipe de profil pertinent qu'on va pouvoir activer à un instant T. Donc aujourd'hui, on peut avoir deux possibilités, hein. Effectivement, c'est d'avoir la personne en interne dans l'équipe talent, qui peut être utile pour du récurrent ou du renouvellement, qui va fouiller les job boards, diffuser des annonces, parcourir un peu les plateformes et utiliser différents outils, ou la possibilité d'externaliser sourcing ou un prestataire, RPO, cabinet de chasse ou une plateforme. Donc en fait, j'ai envie de dire que ça dépend un petit peu de ses objectifs. C'est bien d'avoir la personne en interne, ça a été dit précédemment. Les techniques de sourcing évoluent beaucoup, donc c'est important de rester à la page et de pouvoir faire de la veille. Mais ça n'empêche que ça peut être complété par des options externes de manière soit ponctuelle, soit récurrente pour allumer. Ce que nous, on a pu observer chez nos clients, c'est que c'est toujours mieux tout de même d'avoir, si on a la possibilité d'avoir cet interlocuteur en interne, qui a du coup cette sensibilité au sourcing, et généralement, ça offre des résultats beaucoup plus efficaces. Ok, super, merci, merci Alexandre. Donc du coup, toi, tu nous as fait une réponse un peu normande, ni oui ni non, finalement, selon les objectifs, oui, ça peut tout à fait se trouver dans des équipes internalisées selon des objectifs sur un format traditionnel. D'ailleurs, je pourrais rajouter et compléter que, en effet, on peut observer d'ailleurs quand la compétence sourcing se trouve en interne dans les équipes en entreprise, on peut même avoir dans les équipes du coup Talent Acquisition deux équipes, des équipes dédiées sourcing et des équipes dédiées plutôt évaluation. Ça peut se voir dans certaines structures, quand dans d'autres on va avoir des recruteurs un peu plus globaux, complets, qui vont faire la totalité du cycle, ou alors externaliser auprès de différents acteurs. Et donc, pour toi, c'est selon l'objectif. Je rajouterais aussi peut-être un peu selon le budget, parce que j'imagine que cette option d'externaliser représente un coût. Il faut savoir aussi le calculer. Merci beaucoup, Alexandre, pour tes éclairages. Robin, je te redonne la parole. Comment on peut mesurer la performance de notre sourcing ? Alors, cette question n'est pas extrêmement simple. On se demandait justement avec Mathieu, du coup, qui va présenter après, avec qui j'ai préparé cette intervention, on se demandait comment y répondre. On se disait, voilà, est-ce qu'on prend des chiffres? Est-ce qu'on parle, par exemple, du nombre d'entretiens nécessaires pour faire un recrutement? Est-ce qu'on parle de la rétention à 6 ou 12 mois? Il y a beaucoup de chiffres qui sont un peu propres à chaque entreprise. Et du coup, plutôt que parler de chiffres, on s'est dit, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est une sorte de framework en 4 grandes catégories. Et vous allez voir, quand je vais le décrire, normalement, tout le monde sait assez rapidement dans quelle catégorie il est. Et donc, je dirais que le sourcing se répartit un peu sur ces grandes catégories qui sont chaotiques, je reviendrai dessus, structurées, prédictifs et stratégiques. Et finalement, on arrive assez bien à se mettre sur cette échelle. Donc, chaotique, c'est quand on a visibilité au jour le jour sur les recrutements, on met des offres en ligne, mais on ne sait pas trop si ça va aller au bout. On n'a aucun système pour enregistrer la donnée, donc on n'a pas d'ATS, on n'a pas de CRM de recrutement. Généralement, c'est un moment où on n'a pas de recruteur full-time aussi. Et on va dire qu'il y a plus de 30% des recrutements qui sont carrément abandonnés. C'est-à-dire on travaille sur un poste et puis finalement, on ne recrute même pas du tout sur ce poste. Donc ça, c'est chaotique. Généralement, plutôt TPE, petites entreprises, en dessous de 20, 30, 50 personnes.
Après, la prochaine étape, c'est structurer. Donc là, on commence à avoir des plans de recrutement. On a de la visibilité à 6-12 mois, même si c'est revisité tous les 2-3 mois. On a une bonne idée des canaux qui fonctionnent sans un suivi vraiment complet. On a une confiance qui est à peu près approximative sur les objectifs, donc ils sont globalement atteints ou pas, ou on les manque de 20-30%, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Mais on commence à avoir une structure, et c'est généralement à cette étape-là qu'on commence à avoir des logiciels qui vont gérer le sourcing, etc. Et ensuite, la troisième étape, c'est là vraiment qu'on commence à être vraiment dans la performance du sourcing, ce que j'ai appelé prédictif. Donc là, on va avoir un logiciel pour la gestion des candidats. On a souvent un logiciel dédié pour l'acquisition aussi. On a une connaissance des taux de réponse par différentes sources. On sait contrôler à peu près les candidatures. On constitue et on active des viviers. On commence à le faire. On a une compréhension des métriques. Et quand l'objectif est manqué, on sait pourquoi. Par exemple, par effet de cascade, on a manqué un recrutement de recruteurs. Donc, on sait qu'un recruteur en moyenne fait 2 recrutements par mois. Et donc, du coup, on a manqué ça. Voilà, donc c'est généralement à cette étape-là qu'on s'équipe sur la cooptation, le sourcing, l'inbound, etc. Et ensuite, le stade ultime, c'est le stade stratégique, le numéro 4. Donc ça, beaucoup en rêvent, mais peu l'atteignent. C'est quand on commence à avoir un pilotage qui est beaucoup plus fin. On va, par exemple, A/B tester des offres et des approches. On va changer un petit peu le wording de son message. Et c'est là qu'on va mettre en place plutôt des stratégies de recrutement. Par exemple, piloter à fond sur la diversité et arriver à faire vraiment bouger des métriques sur la diversité ou sur différents types de profils. Et c'est généralement là qu'on est en plus une étape en avance. C'est par exemple, on va constituer des viviers qu'on va entretenir proactivement au cas où il y ait des recrutements à venir sur ce type de poste. Donc ça, c'est l'étape stratégique. Normalement, en fonction de la maturité, on sait où on se retrouve et c'est vraiment sans jugement de valeur parce que je pense que nous, on a entre chaotique par moment et structuré. Et puis ça dépend aussi forcément des équipes, ça dépend des moments. Top, super. Merci, merci Robin. Est-ce que tu peux, du coup, je te laisse de nouveau la parole. Selon toi, dans quelles conditions c'est intéressant d'externaliser le sourcing? On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Alexandre. Selon toi, dans quel contexte et dans quelles conditions c'est intéressant? Alors, on pense souvent qu'externaliser le sourcing, en passant notamment par des agences ou des marketplaces, ça permet de gagner du temps. C'est pas forcément le cas, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Et donc le conseil, c'est vraiment de voir ça comme de la délégation, comme quand on délègue dans son équipe. Et du coup, quand on délègue, il faut déjà avoir une vision qui est très claire de la tâche, sinon on passe plus de temps à faire des allers-retours et à gérer la personne qui doit faire la tâche. Et donc, pour un bon moment pour externaliser, c'est quand on a déjà une bonne compréhension du marché, une bonne compréhension de ce qu'on recherche, et donc typiquement avoir une idée du volume de personnes qui sont dans la cible, où les trouver et quel est le message qui résonne. Quand on commence à voir ça, qu'on a déjà fait ce travail un petit peu, là on peut déléguer. Un peu comme en vente en fait, on ne pourra jamais avoir une autre personne vendre pour la première fois le produit, il faut déjà bien comprendre ce qu'on disait. Voilà, donc c'est un exemple que donnait Lucille au début. Généralement, les gens arrivent avec un persona qui est très très précis et ensuite il faut l'élargir. Et en fait, ça prend du temps et c'est un temps qui se fait avec des partenaires, des agences, etc. Mais qu'on peut aussi faire soi-même. Donc il faut déjà un certain degré de maturité avant d'externaliser et il ne faut pas compter complètement déléguer le problème, en particulier sur les recrutements qui sont les plus complexes parce que sinon ça ne marchera pas. D'accord, super. Donc c'est plus une question de maîtrise du sujet, plus que de maturité ou de budget, selon toi? Oui. Après, forcément, c'est modulo du budget, ça c'est assez évident. Puisque évidemment, ça va coûter plus cher d'externaliser. Mais je pense que c'est surtout une question de maturité et après au prorata du budget. Mais dans tous les cas, et aussi, donc, quand est-ce que c'est intéressant et quelle est la valeur? Si on arrive à faire ça et qu'on arrive à bien déléguer, c'est comme tout, c'est comme recruter une personne en interne. Quand on est au bon degré de maturité, qu'on arrive à déléguer, ça fait gagner énormément de temps. Mais il faut le faire au bon moment. Et donc finalement, selon toi, peu importe le type de profil, que ce soit volumique, pénurique, stratégique ou pas, tout peut s'externaliser à condition qu'on ait bien maîtrisé ce qu'on externalisait et qu'on sache mesurer aussi la performance de l'externalisation, enfin du prestat auprès de qui on va externaliser. Exactement, ouais. Super. Merci beaucoup, Robin, pour cette réponse. Lucille, je te rappelle sur scène. Est-ce que j'ai ton son?
Oui, je pense. Superbe. Je l'ai, en effet, je te confirme. Est-ce que tu peux nous dire pour toi quelle est la différence, enfin pour toi, pour vous, quelle est la différence entre un cabinet et une plateforme de mise en relation? Ça, c'est une question qui va en intriguer plus d'un, plus d'une, j'en suis sûre. Oui, absolument. En fait, il y a des logiques très très différentes derrière les deux approches qu'on peut séparer sur notamment deux niveaux. La première, c'est la logique de flux, et dans quel sens les flux vont entre les talents et le recruteur. Et typiquement, sur une approche cabinet, en général, on est dans une logique euh, réactive et dans une logique de push, c'est-à-dire que les cabinets vont aller faire des approches directes, ils vont chasser les talents, et finalement, le talent va subir un petit peu cette prise de contact. C'est un peu fort, je ne dis pas par là que... Merci, je ne dis pas par là que le talent n'est pas content d'être contacté par un chasseur, mais en tout cas, il va plutôt subir cette prise de contact. Il n'est pas dans une approche proactive et volontariste. À l'inverse, les approches sur du vivier ou sur des plateformes, en fait, consistent à attirer des candidats à la plateforme. Ces candidats viennent donc eux-mêmes vers ces outils-là. Ils sont dans une approche où ce sont eux qui sont en push, ce sont eux qui vont chercher à être sollicités à travers ces canaux. Et donc, il y a déjà un ressenti très différent du talent et un niveau donc d'engagement qui est... Enfin, il y a une deuxième différenciation importante qui est la logique de temporalité. On va avoir des timings différents. Sur les cabinets, on va plutôt être dans une logique d'instantané, là où sur une plateforme ou sur un vivier, on va être dans une dynamique long terme. Ce que j'entends par là, c'est que les job boards ou même les cabinets vont plutôt permettre à une entreprise de répondre à un besoin de sourcing à un instant T pour un besoin très très précis, là où les approches de plateforme ou les approches de vivier vont permettre d'accompagner un talent tout au long de sa carrière, finalement, de créer une relation durable et du coup de s'assurer qu'on a un engagement qui se fait vraiment sur le long terme avec un sourcing durable et qu'on va pouvoir repérer un talent aujourd'hui, peut-être plutôt pour demain ou pour dans quelques mois, qu'on va pouvoir l'engager une première fois et peut-être le réengager une deuxième fois. Et du coup, on a vraiment une approche de timing qui est très différente. Ok, cool. Merci beaucoup, Lucille. Donc, si je synthétise, il y a, selon toi, deux grandes différences. Une différence à propos du flux et du sens de l'échange. Dans un cas auprès des cabinets où c'est plutôt le candidat va plutôt recevoir une sollicitation quand sur des plateformes de mise en relation, c'est le candidat qui va plutôt décider d'y aller ou pas. Et un autre enjeu autour du temps, quand on est sur une réaction plutôt court terme avec un cabinet qui répond à un besoin à un instant T, à contrario, sur une plateforme de mise en relation, on va être plutôt sur un échange et sur une réflexion sur le plus long terme, même si on est d'accord que les plateformes de mise en relation nous permettent de pourvoir un recrutement rapidement si jamais quand même. Exactement. Bien sûr, on peut faire du court terme, mais ça permet un petit peu de faire presque, si je peux me permettre le terme, du lèche-vitrine. On peut repérer aussi ce que le marché a à nous proposer pour plus tard. On peut identifier des profils qui sont intéressants pour plus tard. Ça peut permettre d'ouvrir la réflexion parce qu'on a en face de soi en fait un éventail des possibles. Et c'est pareil pour les talents qui sont sur ces plateformes et qui sont sur ces viviers. Ça leur permet eux aussi d'identifier les entreprises. Parfois juste d'aller regarder ce qui se passe un peu, de sentir le frémissement du marché quelques mois avant le moment où ils vont chercher. Donc ça permet en fait d'élargir un petit peu la temporalité du recrutement dans une logique d'anticipation. C'est très clair, merci Lucille. Je repasse la parole maintenant à Alexandre. Est-ce que tu peux nous dire, nous là en tant que recruteurs, responsables recrutement, ce qu'on peut attendre de toutes ces solutions de vous tous là ce matin? Yes, de manière générale, je pense que les attentes sont un peu les mêmes depuis pas mal de temps et on essaie d'y répondre. Généralement, elles sont autour de trois. On va parler de gain de temps, de qualité de profil et aussi forcément d'économie. C'est un peu les trois axes qu'on cherche à solutionner. Gain de temps, pourquoi? Le sourcing, notamment sur des profils pénuriques dans la tech, c'est extrêmement chronophage. Il faut chercher, il faut contacter, il faut engager, il faut étudier un peu le marché, ça a été dit juste avant.
faut également passer les entretiens, ça prend aussi beaucoup de temps et qui n'est pas consacré forcément à d'autres tâches. Donc nous, on est là pour faire gagner ce temps en sourcing. Et la qualité, parce que voilà, on veut aussi toujours plus de profils, mais on veut tout de même des bons profils et aller toucher peut-être des personnes qui ne sont pas candidats à proprement parler, qui vont pas postuler, qui sont en veille. Donc voilà, d'élargir un petit peu son champ des possibles pour aller trouver des personnes intéressantes et pas forcément en recherche, mais qui sont toujours dans la cible. On parle de candidate nurturing, de travailler un vivier. Voilà, j'ai envie de travailler mon vivier, mais qu'il soit un vivier intéressé par mon entreprise, par mon produit. Voilà, j'ai pas forcément envie de cultiver ce vivier qui n'a aucun intérêt, qui ne s'intéresse pas forcément à moi. Et le petit plus aussi, on en parle moins souvent, mais il y a aussi une notion de communication, une plateforme, un cabinet ou autre, peu importe. En tant que partenaire recrutement, on est toujours en première ligne aussi auprès des candidats, afin d'apporter une image positive auprès de nos clients. Donc il y a cette image un peu de porte-drapeau du client et on doit toujours garder un bon souvenir auprès des candidats qui sont passés en process ou pas, qui puissent véhiculer une image positive. Ok, super, merci. Est-ce qu'on peut aussi ajouter et dire que vous avez aussi une expertise et une présence sur le marché qui vous donne qui vous donne le pouls du marché et que du coup vous êtes aussi en capacité de beaucoup tous nous conseiller quand on a potentiellement une idée. Alors c'est Lucille, je crois, qui en parlait. Je sais plus. Oui, je crois que c'est Lucille qui en parlait tout à l'heure sur. On va définir une persona. Nous aujourd'hui, on recrute, on se dit, voilà, je vais définir ma cible et j'imagine que c'est plutôt ça que je recherche. Et vous, avec votre expertise et votre proximité avec le marché au quotidien, puisque vous faites ça du matin au soir, finalement, vous êtes aussi en capacité de nous dire, non, moi, je connais le pouls du marché et en fait, tu peux ouvrir dans ce sens-là ou au contraire plutôt aller là et vous avez aussi cette dimension de conseil et d'accompagnement un petit peu plus sur mesure. Ah oui, oui, bien sûr, on est là pour à la fois challenger le besoin et donner aussi de la visibilité. On est un peu ambitieux sur ce qu'on va rechercher, parfois pas assez, et on est là aussi pour donner quelques métriques, quelques chiffres entre voilà, le temps qu'il va falloir pour trouver la personne, peut-être quelques skills où il va falloir un peu passer le cap ou augmenter sur la partie rémunération ou pas. Voilà, c'est donner vraiment des inputs du marché de par nos connaissances. Ouais. Ok, top. Merci beaucoup, Alexandre, pour ta réponse. Néanmoins, du coup, pareil, peut-être que c'est une idée reçue, mais on pourrait imaginer que ces solutions sont plutôt réservées aux grands groupes et aux grandes structures qui ont beaucoup de moyens et beaucoup d'équipes. Est-ce que tu le confirmes ou pas? Hop, ben voilà. Est-ce que je le confirme? Alors, forcément, le budget, c'est un sujet qui est hyper important et on va tous chercher à optimiser ses coûts. Un grand groupe va peut-être avoir des moyens plus importants et va pouvoir bien s'équiper, avoir une équipe talent acquisition pluridisciplinaire avec une fonction sourcing, évaluation, etc. Et avoir un maximum d'outils, des LinkedIn recruteurs, Welcome to the Jungle, des job boards en veux-tu en voilà, et d'autres solutions. Maintenant, le pain point, c'est qu'on se rend compte en discutant aussi pas mal avec nos clients que beaucoup de ces solutions font doublon et on n'a pas forcément envie d'avoir 50 outils différents et d'être un petit peu perdu dans tout ça. Donc, c'est pas parce qu'on est équipé de tous les outils du marché, les meilleurs, qu'on va forcément tout casser. Pour prendre un exemple, je vais peut-être me mettre une partie des Parisiens fans de foot, mais le PSG a acheté tous les meilleurs joueurs qui existent et c'est pas pour autant qu'ils atteignent leurs objectifs fixés. Voilà, je pense qu'il faut choisir là où les solutions qui vont correspondre à ces objectifs
de recrutement. Et je pense que toutes les solutions qui sont présentées ce matin connaissent bien les enjeux et les problématiques des plus petites entreprises, des PME, des startups, et ont conscience aussi des enjeux budgétaires qui sont alloués. Donc, on propose des formules aussi adaptées. Donc, aujourd'hui, on est en mesure de travailler avec la plus petite startup early stage jusqu'à des grands comptes et s'adapter à tous les budgets, au contraire. Ok, cool. Donc la réponse est non, ce n'est absolument pas réservé aux grands groupes, tout le monde peut y accéder, à condition de ce qu'on disait tout à l'heure un peu plus tôt avec Robin, à condition de bien comprendre ce que tu veux externaliser, de bien maîtriser ton process. C'est plus ça l'enjeu que juste un enjeu de taille ou un enjeu d'orga ou de budget. Très clair, merci beaucoup Alexandre. Nous invitons maintenant sur scène Mathieu. Mathieu, est-ce que je t'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui. On s'entend, c'est superbe Mathieu. Bienvenue Mathieu. Une question sur mesure pour toi. Pourquoi c'est important d'avoir un sourcing recyclable? C'est marrant, dans l'air du temps, de parler de trucs recyclables, mais recyclables au sens économie d'énergie, économie d'argent. Et l'idée, c'est de se dire, il faut, à chaque fois qu'on fait du sourcing, à chaque fois qu'on fait une action avec un candidat, c'est important de le voir comme un investissement et pas comme une dépense à l'instant T. Ce qui est assez... je reprends des bases très LEDR, hein, mais pour faire un bon candidat, à chaque fois, il faut qu'il soit compétent et au bon moment. Et en fait, la logique d'avoir une approche recyclable dans son sourcing, c'est que c'est pas toujours le bon moment quand on contacte un candidat. Là, la disponibilité du candidat, ou que ça soit le bon moment pour nous quand on contacte le candidat en fonction de ses compétences, la chance pour que ça matche à chaque fois, elle est jamais très élevée. Et du coup, c'est ce qui fait toute la difficulté du métier de sourceur. Hein. Mais cette histoire de dispo du candidat ou de bon moment pour le recruteur, c'est là où il faut le voir comme un investissement. À chaque fois qu'on contacte un candidat, à chaque fois qu'on a un candidat qui postule et qui a un profil un peu à côté de ce qu'on cherche, ça vaut le coup de se dire, ok, il est compétent, ok, il est motivé, mais c'est pas le bon moment. Et il faut être capable de maintenir la relation avec le candidat, de maintenir le contact avec le candidat dans le moment opportun. Créer ce qu'on appelle le momentum, le moment où il y aura match exactement entre le temps du candidat, le temps du recruteur, et toutes les planètes seront alignées. Et du coup, la difficulté, c'est, à chaque fois qu'on fait une action de sourcing, c'est intéressant de la voir comme un investissement et pas comme une dépense à l'instant T pour son poste. Du coup, derrière cette logique de sourcing recyclable, il y a une logique de vivier derrière. Il y a une logique de maintien du contact avec le candidat, de maintien de la relation en fait humaine avec le candidat pour être capable de recréer le moment. Alors comment on peut faire? Très simple, hein. C'est ok, ça l'a pas fait, mais il faut au moins le dire correctement au candidat, mais ça c'est un premier sujet. Mais surtout être capable de maintenir le contact dans le temps avec le candidat pour être là au moment où ça matchera, au moment où les planètes seront alignées entre son temps et notre temps à nous. Assez simplement, maintenir le contact avec le candidat, ça veut dire juste prendre des nouvelles régulièrement. Ça veut dire s'intéresser à lui pour on arrive à être vraiment cette histoire de moment et de réutiliser toute l'énergie et tout le temps qu'on a investi pour aller chercher le candidat la première fois, d'être capable d'en faire un truc où ça va être utile plus tard. C'est un truc qui vient du monde de l'IT. Hein. J'avais discuté avec un manager de développement et il disait les meilleurs développeurs sont les développeurs feignants. C'est ceux qui, dès qu'ils faisaient un taf, dès qu'ils faisaient une ligne de code, ils cherchaient à la factoriser et à pouvoir la réutiliser plus tard. Dans cette même démarche dans le recrutement et dans le sourcing qu'il faut avoir, cette logique de se dire, chaque action que je vais faire avec un candidat, est-ce que ça peut pas m'être utile plus tard et est-ce que je peux pas rentabiliser mon action que j'ai pu mettre. Donc là, elle prend encore plus de sens dans nos métiers, c'est gain d'énergie et gain de temps et gain d'argent, parce que chaque action qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir la réutiliser plus tard.
Super, merci Mathieu pour la notion d'investissement et de bon moment, en effet, avec un peu cette logique de se dire, il faut que le candidat pense à nous le jour où il recherche, et donc il faut l'alimenter régulièrement pour qu'il pense à nous le jour J. Là encore, une question un peu sur mesure pour toi. On parle tous de vivier. Dans les faits, peu en font vraiment. Déjà, peu, c'est assez poli. Comment on se lance? Comment on se lance il y a différentes étapes. Je vais reprendre encore ce truc de un candidat, il faut qu'il soit compétent, motivé et au bon. Déjà, la compétence. En fait, souvent, on fait des viviers par compétence. On fait des viviers, on crée des viviers, des bassins. Les Québécois appellent ça des bassins. C'est joli. Mais on crée des viviers de profil en fonction des compétences. Donc, du coup, à chaque fois qu'on screen un CV, à chaque fois qu'on analyse un candidat, ça vaut le coup d'aller le ventiler dans des viviers à chaque fois et de faire l'effort en se disant ça pourra m'être utile plus tard. Donc, déjà, avoir cette cartographie des compétences qui se fait en fonction de tout ce qu'on a pu sourcer, des candidats qui ont postulé, des candidats qui ont été cooptés et tous ces leviers d'acquisition, ça vaut vraiment le coup d'avoir cette petite action supplémentaire pour être capable de savoir quels sont les profils qu'on va vouloir se garder sous le coude. Il y a un point, un vivier, c'est pas une CVTech. Un vivier, c'est pas différent d'une CVTech. C'est d'avoir rajouté de la métadonnée qui va nous être utile plus tard sur chacune des candidatures qu'on va pouvoir recevoir. Donc il y a quelques actions simples. On va commencer à créer des viviers avec tous les candidats qui ont avancé dans le process mais qui n'ont pas été retenus. Métadonnées pour dessus de savoir exactement ce que veut le candidat, quelle est sa fourchette de salaire, dans quelle région, pour être capable de revenir vers le candidat avec exactement des propositions de valeur qui vont correspondre à ce truc-là. Pour faire mouche. Et que du coup, il y ait cette logique de mon vivier, il m'a été utile. La plupart du temps, ce qu'on croise dans le milieu, c'est que quand il y a cette première démarche de taguer des candidats sur son ATS, les mettre dans des bannettes, trucs comme ça en fonction des outils, après les viviers ils pourrissent dans leur coin parce qu'en fait il n'y a pas de qui est mis en place derrière. Et c'est pas d'aller, c'est un peu ça fait peur à tout le monde, mais c'est maintenir le contact et d'aller prendre des nouvelles de ces viviers pour aller réactiver et remettre à jour la métadonnée qu'on a pu créer sur le profil du candidat. Donc, se focaliser d'abord sur les numéros 2, qui ont avancé dans le process et ceux qui n'ont pas été retenus, c'est déjà une première étape pour se constituer un vivier de profil. Et d'être capable de, encore une fois, rentabiliser le temps qu'on a pu investir sur cette candidature et ce profil de candidat pour le restaffer sur un futur poste. Donc, si vous voulez un premier step, commençons par lequel vous avez déjà discuté, et dans vos comptes rendus d'entretien ou dans vos ATS, vous pouvez directement les taper et prendre des réflexes, de se mettre dans son agenda, 3 mois plus tard, de savoir, alors, t'en es où, t'as trouvé, où est-ce que t'en es, et de maintenir ce contact et cet intérêt pour le candidat. Ok. Merci Mathieu. Du coup, si je récapitule, en gros, il y a deux, pour se lancer, il y a deux grands sujets sur lesquels il faut commencer. C'est déjà classer dans le sens récupérer et identifier des candidats qu'on peut mettre dans un bassin pour faire hommage à nos amis québécois. Donc, les mettre un peu à part et finalement les taguer par compétences ou par stade de process, ou voilà, les taguer sur certains sujets. Et dans un deuxième temps, donc déjà les isoler, et ensuite dans un deuxième temps, ce vivier construit, l'alimenter en maintenant un contact de façon régulière. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Il y a un truc de on dit souvent chez nous silver is the new gold. C'est ceux qui n'ont pas gagné la première fois, c'est ceux qui vont sûrement gagner la fois d'après.
On rappelle nos poulies d'or, quoi. Exactement. Super, très belle référence. Référence de vieux, mais on s'assume. Super. Merci beaucoup, Mathieu. On laisse la parole désormais à Inès pour la dernière question. Inès, est-ce que tu nous entends et est-ce que nous t'entendons? Est-ce que tu m'entends, Eo? Je l'ai clairement eu en tête. On a de très belles références ce matin, décidément. On t'entend donc du coup très bien. Est-ce que tu peux nous donner ton petit conseil pour éviter d'avoir un vivier de candidats qui peuvent être pertinents, mais qui en fait te détestent? Oui, tout à fait. Donc, on a vu avec Mathieu précédemment qu'il y avait un peu 3 critères à avoir pour avoir un bon candidat pour vos postes. Donc, il faut qu'il soit compétent, disponible. Et le 3e point, c'est qu'il faut qu'il soit motivé. Donc, la disponibilité, on a vu qu'on pouvait créer le momentum. Donc, c'était, voilà, la fréquence permettait de valider la disponibilité. La partie compétence, on peut l'avoir parce que le candidat a postulé chez vous et que du coup, vous avez validé qu'il correspondait à vos critères. Donc ça, c'est super important. Après, si vous avez donc mis en place des viviers de candidats, mais qu'en fait, ils vous détestent, ben, ça ne sert à rien. Donc, vous avez beau mettre en place des communications, ça ne marchera pas parce qu'ils ne repostuleront jamais chez vous, ce qui est quand même l'objectif principal de vos viviers. Du coup, ce qui est super important, c'est de valider le dernier contact que vous avez eu avec eux, en fait, puisqu'il s'agit de vos candidats. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est qu'ils ont postulé chez vous parce qu'ils ont été dopés à votre marque employeur. Ils ont cru à tout ce que vous leur disiez. Mais voilà, maintenant, c'est le passage à l'action. Comment s'est passée leur candidature? Donc, est-ce que vous leur avez répondu? Est-ce que vous leur avez répondu dans un délai décent? Est-ce que vous leur avez expliqué pourquoi ils n'étaient pas pris? Etc. Ça va faire que finalement, ils vont garder un bon souvenir ou pas de leur expérience chez vous. Et vous, en fait, recruteur, vous êtes garant du souvenir qu'ils garderont de votre entreprise. Que vous soyez outillé ou pas, que vous ayez le temps ou pas, en fait, malheureusement, c'est le dernier souvenir qu'ils vont garder de vous. Donc voilà, rappelez-vous, vous, quand vous étiez candidat, j'imagine que chacun a une entreprise en tête qui déteste encore et pour laquelle il n'irait jamais travailler, même si on lui proposait un salaire de fou. Donc, en fait, la solution principale, c'est de les traiter comme des personnes et de sortir un peu de ce statut de candidat, de cette relation de candidat un petit peu à usage unique, si on reprend le côté recyclable. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, on en a parlé, il faut cultiver vos viviers, donc créer une relation dans le temps, partager avec eux des contenus utiles et j'oserais aussi dire, écouter, en fait, savoir eux où ils en sont, quelles sont leurs attentes, etc. Et du coup, je finirai juste avec un truc, la considération des candidats, c'est super important pour vos candidats qui sont en vivier, pour pouvoir staffer vos postes plus rapidement par la suite. Plus généralement, pour votre business, c'est aussi hyper important. On voit que les recruteurs maintenant sont aussi au centre du business. Un candidat, potentiellement, c'est un client, que vous soyez en B2B ou en B2C. C'est encore plus vrai si vous êtes un cabinet de recrutement, où votre candidat d'aujourd'hui, potentiellement, c'est votre client de demain. Ok, super. Merci beaucoup Inès. Donc en gros, ne pas oublier, ne jamais perdre de vue que les candidats à qui on parle sont des humains comme nous et qu'ils ont eux aussi des émotions et du ressenti. Blague à part, je dis ça, mais évidemment, on a tous été recruteurs, on sait tous que quand on gère du volume, on peut vite un peu perdre de vue la personne en face et perdre un peu ce sens-là. C'est hyper important c'est pour ça qu'on le matraque nous aussi très régulièrement, que c'est très important d'y penser pour pas tomber dans des mauvais travers et des mauvais traitements pas volontaires évidemment, mais finalement dépersonnaliser tout ça parce qu'on est juste dans une logique de volume, parce qu'on est pressé, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a la pression et ça peut vite arriver. Donc jamais perdre ça de vue. Merci beaucoup Inès. C'était pas du tout la dernière question. Je pensais que c'était la dernière question, excusez-moi. Du coup, Robin, est-ce que tu peux... J'aime beaucoup le visuel derrière cette question. Ça fait le truc très recrutement en 2040. Comment va évoluer le sourcing selon toi, Robin? Bon, déjà, merci pour la dernière question. J'ai eu quelques sueurs froides. On s'est agité en backstage.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu déjà comment le sourcing a évolué. Il y a 20 ans, ça existait assez peu. En fait, tu passais essentiellement par des agences qui avaient leur propre base de données. Et puis ensuite, il y a LinkedIn qui est apparu. Et donc, en fait, tout le monde aujourd'hui a une base de données centrale qui est LinkedIn. Je grossis le trait, mais c'est beaucoup ça. Et du coup, les agences doivent se réinventer et doivent aussi avoir plus de valeur. Par exemple, un exemple que tu donnais tout à l'heure, je ne sais plus à quelle question c'était, tu disais les intermédiaires aident aussi à donner le pouls du marché et à dire il faut recruter tel ou tel type de profil. Bah, ça, je suis assez convaincu. Je vais essayer de prendre une position un peu risquée et de faire des vraies prédictions, mais je suis assez convaincu que ça va être aussi intégré au sein de l'entreprise et que de plus en plus, en fait, les entreprises vont pouvoir elles-mêmes faire leur propre pouls du marché. Et qu'en fait, en réalité, il y aura de plus en plus de contrôle par l'entreprise elle-même et qu'il y aura de moins en moins d'agences et de marketplaces tels qu'on a aujourd'hui, ou en tout cas sous des formats différents. Donc, c'est vraiment super important de continuer à se réinventer. Nous qui avons une marketplace, on fait vraiment ce travail de se dire, OK, bon, à quoi ça va ressembler plus tard et quel est notre rôle d'intermédiaire dans 20 ans quand on aura des casques comme celui qui est en fond d'écran ici. Et on voit aussi beaucoup que le recrutement est très collé à l'évolution du sales. Il y a 30 ans, les entreprises faisaient de la publicité, attendaient que les gens viennent vers elles. Puis ensuite, avec une approche un peu plus moderne du logiciel, de la prospection, du SaaS, etc., les entreprises ont commencé à faire beaucoup de démarchage. À un moment, il y a eu un écœurement du démarchage. Donc, les gens se sont dit, en fait, l'avenir, maintenant, ça va être faire du contenu de qualité et de nourrir d'abord ses clients. Et ensuite de les convertir. Et ça, je pense que c'est aussi l'évolution du recrutement. C'est-à-dire que là, il y a parfois eu un écœurement du démarchage à outrance avec des cold emails, etc., et des taux de réponse qui sont assez faibles. La prochaine évolution, je suis très d'accord avec la vision de Mathieu Diago qui parlait plutôt là-dessus, c'est créer des viviers, avoir une relation très personnelle avec les candidats, une relation individuelle, probablement aussi créer du contenu un peu plus quali. Et donc, comme en sales, en fait, dans la vente, on a eu ce qu'on appelait le account-based selling, où on faisait une approche de vente qui était beaucoup plus personnalisée sur le candidat. Je pense que l'avenir du recrutement, c'est un peu du sourcing en particulier, c'est account-based sourcing ou people-based sourcing avec une approche qui est beaucoup plus personnalisée dans la durée, avec un recontact quali et pas simplement parfois blaster des messages et avoir des faibles taux de réponse. Donc voilà, en gros, regarder tel que ça a évolué dans les dernières années, voir que ça a été de plus en plus basculé vers l'entreprise et puis voir aussi ce qui s'est passé dans le sales et marketing qui est probablement une bonne indication de là où on va aller. Top, merci beaucoup Robin, je suis très contente parce que du coup c'est toujours le risque dès qu'on parle futur, mais on n'a pas eu ni de big data, ni d'IA, ni de tous ces mots magiques qui font très très peur. Et donc non, les robots ne vont pas nous manger et nous remplacer. Finalement, si je retiens ta vision de l'évolution du sourcing, c'est juste qu'on va juste réutiliser enfin réutiliser, non pas qu'on les ait perdus un jour, mais qu'on va de toute façon devoir impérativement utiliser nos cerveaux, notre réflexion et nos méthodes. Et finalement, c'est rien de plus basique que reprendre toute la méthodologie de base du recrutement. Et ça fait très, très plaisir d'entendre ça. Super. Après, je pense aussi quand même pour compléter que la technologie peut aider, notamment dans l'entretien de vivier, que ça peut être intéressant de rechercher à l'intérieur. Mais effectivement, ça accompagne un process intellectuel et humain avant de le précéder, plutôt que le précéder. Voilà, tu l'as dit, ça vient aider. Super. Merci beaucoup. Normalement, voilà, c'était du coup la dernière question. Et là, je m'en remets à la maîtresse du temps, Jennifer. Je ne sais pas si nous avons le temps de gérer les questions qui ont pu se poser dans malheureusement, on va pas. Alors, il y a eu plein de questions, notamment sur les différents canaux pour le sourcing, comment aller ailleurs qu'Indeed ou Facebook, comment est-ce qu'on peut sourcer sur les réseaux sociaux et tout. Alors, je sais que vous avez plein de questions là-dessus. Malheureusement, effectivement, on va être un peu court en temps. C'est une matinée qui est très, très timée, mais n'ayez crainte, en fait, la matinée se poursuit, donc au-delà de cette table ronde qui n'en était pas vraiment une, il y a les interventions de tous les acteurs de la matinée, et je pense que vous allez avoir effectivement des réponses à vos questions sur quelle est la meilleure manière de faire un vivier, quelle est la meilleure solution pour faire un vivier, sur
comment se comporter face aux opérationnels, etc. Donc, j'ai envie de vous dire, de une, on va quand même transmettre vos questions aux intervenants, et de deux, restez pour toute la matinée et vous allez avoir des réponses, c'est promis, à toutes les questions que vous vous posez, probablement à travers les solutions qu'on vous a sélectionnées ce matin. D'autant que, si je ne m'abuse, pour les personnes qui resteraient connectées jusqu'au bout, je crois qu'il y a quelque chose pour ces personnes qui... Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Merci Marion. Alors, en effet, il y a une petite surprise pour ceux qui restent toute la matinée, ce qu'on vous engage vivement à faire. On a commencé hier, on a fait gagner hier une place pour notre événement un peu phare qui est la non-conférence du recrutement de Paris, qui aura lieu, et c'est une annonce exclusive puisqu'il n'y a encore aucune communication, le 8 septembre, toute la journée à Paris. Et donc, on fera un petit tirage au sort lors de la conclusion de la matinée. Donc, avec Marion, restez bien jusqu'au bout, aux alentours de 11h55. Et voilà, parmi les gens qui auront suivi toute la matinée, il y a une place à gagner pour ce bel événement. Ça vaut le coup. Et accessoirement, restez parce que vous allez avoir surtout plein d'infos sur nos différentes solutions présentées ce matin sur Illinois, sur HireSuite, sur Happy Hire et Yago et Casque. Chut. Et du coup, je vous propose qu'on fasse une petite pause de 5 minutes. On se retrouve à 10h05 pile. Vous bougez pas, vous avez juste à rester là. Vous aurez une petite musique d'attente d'ascenseur. J'ai enlevé les musiques d'ascenseur aujourd'hui. J'ai enlevé la musique d'ascenseur aujourd'hui. Alors, vous aurez une petite pause sans musique d'ascenseur aujourd'hui, désolé. On se retrouve à 10h05. Vous n'avez rien d'autre à faire que de cliquer sur Join quand le bouton va s'afficher d'ici 5 minutes. Du coup, bonne pause. Allez vous faire un thé, un café, un jus, ce que vous voulez. Et on se retrouve dans 5 minutes. Merci.